Les jeux vidéo sont-ils une menace pour nos enfants ou au contraire sont-ils un moyen de développement? Quels sont les pièges à éviter? Quelles sont au contraire les bonnes pratiques à leur inculquer en tant que parents? On va en parler avec Sarah El Haïry et Catherine Rolland. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Sarah El Haïry, je rappelle, vous êtes donc haut-commissaire à l'enfance et vous avez été ancienne ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse, des familles sous le gouvernement de Gabriel Attal, pas d'erreur? Non, pas du tout, très complet. Et donc, je voulais vous poser la première question, puisqu'à la Paris Games Week, vous avez fait une venue officielle, vous avez communiqué dessus, et la première phrase, si je me souviens bien de votre post LinkedIn sur le sujet, c'est « Les jeux vidéo ne sont pas une problématique pour les enfants, c'est une passion comme une autre ». Quelle est la posture officielle des pouvoirs publics que vous représentez sur le jeu vidéo? Oui, très clair. Il n'y a pas un jeu vidéo, il y a des jeux vidéo. Comme il y a des usages, il y a des écrans. Et donc, par essence, moi, je crois, et je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est utiliser le meilleur des jeux vidéo dans leur diversité, en fonction des âges, en fonction des contenus, et de répondre aux multiplicités et aux multitudes de défis, parce que oui, il y a aussi des dangers. Et donc, à partir de là, déjà, il y a une question très simple, qui est de dire, est-ce que le jeu vidéo est connecté à Internet ou pas? Est-ce qu'il Ça change beaucoup de choses. Ça change énormément. Est-ce qu'il y a de la messagerie ou pas? Et à partir de là, déjà, on commence à... Et ensuite, c'est quoi son contenu? Est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce qu'il est éducatif? Est-ce qu'il apporte des savoirs? Est-ce que c'est du divertissement? Et encore une fois, dans la Convention internationale des droits des enfants, le jeu et le divertissement font partie des droits et des besoins fondamentaux pour grandir. Mais on n'a pas le droit, et là pour le coup, c'est vraiment ma responsabilité, de dire que tout est blanc ou tout est noir. Oui, il y a des dangers. J'ai des pédocriminels sur la messagerie de certains jeux vidéo. J'ai des propos violents. Il y a du cyberharcèlement. Tout ça est vrai, c'est pas faux. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas que ça. Et donc, il faut lutter contre ça. Et moi, mon sujet, c'est plutôt les fonctionnalités. Quelle est la fonctionnalité de l'usage? Est-ce que demain, je laisse un jeune préadolescent devant un jeu vidéo sans contrôle, sans discussion, sans éducation, alors qu'il a accès à une messagerie et qu'il échange avec des inconnus? La réponse est non, parce que oui, il y a danger, de fait. Par contre, est-ce que j'utilise... peu importe, un jeu vidéo éducatif ou même de divertissement pur, parce qu'on a le droit de s'amuser pour pousser son imagination, sa créativité, pour prendre plaisir et grandir, ça fait partie. Et donc, je pose ce jeu et voir, je le partage avec mon enfant. Oui, est-ce que c'est une chance? Bien sûr que oui. Est-ce que je l'utilise dans les usages même éducatifs et à l'école ou dans le scolaire ou le périscolaire? La réponse est aussi oui, c'est possible. Si c'est accompagné. Catherine Rolland, il y a eu un rapport au printemps 2024, vous faisiez partie des 10 experts qui avaient été impliqués dedans, 142 pages. C'était, alors, pas sur le jeu vidéo, c'était plus large, c'était enfants et écrans à la recherche du temps perdu. Dans cette problématique des écrans dont fait partie le jeu vidéo, quelle est la place du jeu vidéo? Est-ce que c'est une partie importante ou, je ne vais pas dire un épiphénomène, mais ce n'est pas la plus grosse partie du problème ou de la problématique? Alors, quand on a fait les différentes auditions, on a auditionné plus de 150 personnes, on n'a pas eu le plus gros témoignage sur le côté jeux vidéo. On l'a eu plutôt par rapport aux réseaux sociaux. Donc, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, Madame El Haïry. Ça dépend en fait du type de jeu qu'on va avoir, et c'est finalement autour des usages du numérique, autour des usages des écrans, donc les problématiques qu'on peut voir dans ces cas-là, qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo, qui fait partie des outils du numérique. Et là, ce que j'entends dans vos deux discours, c'est qu'il y a quand même une difficulté supplémentaire quand on pense à jeu en ligne, en fait. Bien sûr. Il y a une double problématique. En fait, dès le moment que vous avez de la messagerie, moi, mon sujet fonctionnalité, je considère que c'est un réseau social, puisque vous êtes interconnecté à des tiers. Donc, les problématiques derrière sont plus importantes. Et les risques, et les dangers, bien sûr. Mais si vous êtes sur une console, et que du coup, il n'y a pas de connexion. Hors ligne. Une console hors ligne, quelle que soit la console. Moi, je fais ça parce que je pense à la Switch, mais en fait, n'importe quelle console. Si vous êtes même sur un jeu en réalité virtuelle, en immersif, ou même simplement sans connexion vers l'extérieur, en tout cas vers un inconnu, alors les opportunités, elles sont réelles. Et puis aujourd'hui, on sait par la science, parce que c'est basé, parce que c'est étudié, parce que c'est étayé, qu'il y a des opportunités. Par exemple, moi, j'ai un énorme sujet sur la lutte contre les violences sexuelles. Et je sais qu'aujourd'hui, on a du jeu vidéo thérapeutique, parce que ça aide à libérer la parole. Et en parallèle, je sais très bien que les dernières interventions de l'OMS disent que le jeu vidéo peut être addictif et qu'il y a des dangers d'addiction sur le jeu, comme le jeu en ligne ou encore les jeux d'argent. Ça, c'est autre chose. Donc la question, c'est comment je crée un chemin balisé, avec des clés, pour que nos enfants
utilisent le meilleur de ce qu'on peut leur apprendre en termes de politique de prévention, en termes d'apprentissage, dans un monde qui va aller de plus en plus des vite. jeux aussi, peut-être Le choix des jeux. Moi, franchement, je suis une geek finie. J'adore les sujets techno, j'adore l'IA, j'adore les jeux vidéo, je joue en famille aussi. Citez les jeux que vous aimez. Pour le coup, ça va faire de la pub, mais moi, je suis un bébé de Counter-Strike. Oui, donc des jeux en plus qui jouent en réseau, qui sont violents, mais qui ne sont pas forcément... J'ai 36 ans. Donc, en réalité, oui, moi, je peux jouer en réseau et je peux interagir. J'ai aussi beaucoup joué en Game Boy et en Game Boy Color. J'aime les Sony, les Mario, parce que c'est mon histoire. Puis je suis un bébé de la pop culture, donc profondément, j'aime ça. Mais je suis consciente des opportunités, même au-delà de cette pop culture, de demain, des jeux de cartes, de la capacité de passer du digital au réel, du réel au... Exactement, et du coup, de tirer le meilleur de tout ça. Mais on n'a pas le droit de considérer que c'est open bar, qu'il n'y a aucun danger et que tout est... Ou de tout mettre dans le même sac. Non, parce que c'est très pluriel. Et c'est là où on a besoin d'accompagnement des parents et des scientifiques sur les impacts, sur le développement, sur l'éducatif, sur le cerveau, sur il se passe quoi. Quand je suis devant un smartphone et que je joue sur un smartphone, c'est pas la même chose que quand je joue sur une tablette, je joue sur un écran télé ou même simplement sur une console. Et donc là, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de conseils et on a besoin de parcours. Et là, vous avez touché du doigt un point sur lequel j'aimerais aller avec vous, Catherine Rolland, c'est la place des parents en fait dans cette pratique du jeu vidéo. J'imagine que les parents de 2025 ont peut-être un peu plus d'outils que les parents des années 90 par exemple, parce qu'on a une génération de parents qui a probablement joué aussi aux jeux vidéo. Certes, mais et puis effectivement, il y a du contrôle parental, il y a des éléments qui peuvent être proposés, et effectivement, à partir du moment où on a des parents joueurs, ils sont aussi un peu plus à même à savoir les bonnes pratiques, tu joues. Voilà, et à engager la discussion, parce que vous l'avez dit, ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir discuter des pratiques de jeu, s'intéresser au type de jeu auquel les gens jouent, les gens avec lesquels ils jouent, mais également les émotions qui sont évoquées pendant les jeux. Et c'est extrêmement important d'avoir des outils qui nous permettent de vivre des émotions, et c'est important d'accompagner aussi la discussion autour de ces émotions. S'il y a eu une défaite, pourquoi ça te met en colère, qu'est-ce qui se passe, à travailler le retour au calme. Et ça, c'est important de l'accompagner. Et ce que je voulais dire, et je voulais aussi rebondir par rapport à ce qui a été dit avant, merci d'avoir aussi donné des exemples pour dire que le jeu en ligne n'est pas forcément mauvais. Au contraire, c'est très bien parce que ça travaille la sociabilisation, ça travaille le collectif, le collaboratif. Donc énormément de compétences qui sont importantes pour les enfants. Encore faut-il veiller, comme pour les autres pratiques numériques et d'échange avec d'autres, à ce que ce soit fait dans le vivre ensemble correct, des bonnes pratiques autour de ça. Parce que là, je vois que vous vouliez réagir, mais quand on parle de jeux en ligne avec donc, des interactions, le problème vient peut-être pas forcément du jeu, mais de l'environnement. Et ça, c'est très compliqué à gérer. C'est compliqué, mais c'est le point d'entrée. Et donc, typiquement, quand je suis sur Roblox, qui est plutôt des plateformes, je joue pas à Zelda sur ma Game Boy, ou ma Game Boy Color, ou peu importe sur la console sur laquelle je joue. Et quand je suis sur Pokémon ou Pokémon Go, on sait qu'on va avoir de l'accès à la culture, à l'architecture. Et donc, franchement, c'est enrichissant et c'est plutôt immersif. C'est le lien entre le réel et la réalité virtuelle. Et on a vu même des opportunités de tourisme, des enfants qui vont aller découvrir des monuments alors que franchement, ils ne s'intéressaient pas du tout. À une époque, le monde utilisait la 3DS pour faire... Mais moi, j'ai joué pendant mes vacances en disant on va finalement aussi s'amuser avec les arènes parce qu'on découvre, parce que c'est ludique. Et pourquoi pas, parce que c'est stimulant. Par contre, quand je me retrouve sur une plateforme où il y a des messageries totalement ouvertes, où il y a une pression... on a saisi des discussions avec, pour le coup, je suis désolée, des pédocriminels qui essayent d'embarquer des enfants. Qui sont passés pour des enfants de 10, 11, 12, 13 ans. Donc, sans accompagnement, c'est quand même déjà problématique en termes d'accompagnement parental. Il faut que les parents soient derrière. Mais exactement, parce qu'il y a une monétisation d'achat d'accessoires, parce qu'il y a le fait de racheter des vies, parce que finalement, ce monde devient monétisable et donc potentiellement envoyer une photo, envoyer quelque chose devient un élément d'échange. Et pour des enfants, là pour le coup, non, ça peut pas être le Far West. Et c'est là où on en discutait juste avant de rentrer en plateau, la question de Peggy, par exemple, qui donne de l'information sur la violence ou les images. Pour moi, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est parce que la question, c'est aussi les fonctionnalités. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu l'angle mort. On globalise tout. On globalise les écrans et on globalise les usages. Non, les jeux, les réseaux sociaux... Ça, c'est aussi de la politique, non? Aussi, c'est de la récupération. Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est comme... On parle de l'IA, comme si c'était une seule chose. En fait, non, l'intelligence artificielle, c'est
des millions d'opportunités. Pour une IA conversationnelle pour apprendre une langue étrangère, c'est passionnant. Par contre, pour faire sa psychologie, c'est moins C'est efficace. absolument déconseillé. Et même, je vais Bien aller sûr. plus loin. Aujourd'hui, déverser... J'ai un enfant, un jeune préado sur 3 qui dit que son meilleur ami est virtuel. Moi, ça m'inquiète. Parce que aujourd'hui, il est en train de donner de l'information, de l'intime de ses doutes, de ses peurs, de ses craintes. Et on ne sait pas où ça Qui va. déverse, on ne sait pas du tout où ça va, comment ça se retourne ou pas contre lui. Et donc, c'est là où il y a un apprentissage à faire. Et donc, l'IA, ça permet d'apprendre une langue étrangère, ça permet de trouver des cancers, ça permet de pousser la créativité au maximum si on sait interagir avec. Et moi, j'ai envie que nos enfants apprennent à utiliser ces opportunités-là, parce que de toute façon, ça sera leur monde. Et c'est déjà le nôtre. Et à l'inverse, je ne veux pas que demain, on puisse pour le coup, manipuler avec de la deepfake, manipuler avec les bulles algorithmiques. On a besoin de leur expliquer qu'est-ce qu'une bulle algorithmique. On a peut-être aussi besoin, moi je crois, de tordre le bras sur, pour le coup, la question de l'algorithme sur les mineurs, parce que c'est pas la même chose. L'économie de l'attention, elle n'est pas anodine. Sur les adultes, c'est OK, c'est fine. Je veux dire, c'est le jeu presque. Oui, mais en même temps, pas même sur pour les enfants. adultes, on n'est pas totalement à l'abri d'un algorithme qui nous propose des contenus qu'il choisit. Et c'est déjà le cas. Et justement, Catherine Roland, je voulais vous demander, là, quand j'entends tout ça, c'est qu'il y a aussi un rôle des éditeurs, des créateurs de jeux, certes, mais surtout des éditeurs qui sont le dernier filtre. Comment, en fait, eux, ils jouent le jeu ou pas du tout sur le sujet? Je pense qu'effectivement, il faut responsabiliser l'ensemble des acteurs. Il y a certainement de la régulation à impliquer, à demander. Je pense qu'il faut aussi impliquer la recherche pour faire aussi des études d'impact, pour élaborer aussi des grilles d'évaluation qui soient objectives, qui permettent de donner des évaluer données. l'impact de quoi? Des contenus des jeux sur les ressentis? Oui, l'impact des usages. Mais les développeurs de jeux, intrinsèquement, ils essayent de développer une expérience qui est enrichissante pour le joueur. Que ce soit les game designers, ceux qui imaginent les règles du jeu, comme les ergonomes, ils essayent de trouver quelque chose qui soit impactant positivement. Maintenant, effectivement, il peut y avoir des microtransactions, comme vous l'avez dit, qui viennent de l'économie de l'attention, qui là viennent contrecarrer ça. Donc, ceux qui développent des jeux avec l'intention de proposer des expériences enrichissantes, eux, ils sont pas d'accord avec ces économies de l'attention qui vont être délétères aussi pour l'expérience de jeu. Donc, il faut arriver à pointer les choses contre lesquelles il faut lutter, donc bien les identifier. Parler le langage, c'est pour ça que je parle de la recherche, parler le langage de l'observation, tout ce qui va être scientific based, basé sur les données de la recherche, pour pouvoir bien pointer ce qui est délétère, ce qui ne l'est pas, et discriminer. Vous l'avez très bien dit, le jeu vidéo, c'est un terme très vaste, qui englobe tellement de choses. Il faut apporter de la clarté, de la transparence, et puis là, on pourra discriminer les choses qui sont positives et négatives. Catherine Roland, Sarah El Haïry, merci beaucoup. Le temps file et on n'en a pas beaucoup encore sous le capot, donc je vais devoir mettre fin à cette table ronde maintenant, mais je pense qu'on reviendra sur ce sujet, qui est un sujet extrêmement vaste, notamment le lien avec les éditeurs, les acteurs de cette industrie. Oui. On va continuer à parler du sujet, notamment de l'environnement autour du jeu vidéo. Puisque j'accueille Vanessa Chicou, c'est la vice-présidente de Afrogameuse, une association notamment qui s'est créée pour aider les femmes racisées qui se sentaient exclues du jeu vidéo d'assumer leurs pratiques, leurs passions pleinement.